Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un débrief de match de Inter Monaco et en même temps pour le tirage au sort de la phase de barrage. Donc on va évidemment suivre ça avec Adrien. Salut Adrien. Salut à tous et salut à ceux qui nous rejoignent également sur Twitch en live. Ça faisait longtemps, ça me rappelle des émissions. Voilà, c'est vrai que les émissions de tirage, ça nous est souvent arrivé d'en faire quelques-unes. Donc voilà, là on est reparti pour le barrage Ligue des Champions. Ouais, alors j'ai l'impression qu'on te voit pas. Ah, mince. Bon, après... Il y a un écran noir sur ton... Bon, écoute. J'ai l'impression qu'on... Je sais pas, c'est bizarre, c'est moi, je te vois dans mon... Ouais, alors c'est dans le chat qu'on te dit ça ? Non, c'est moi, je vois que sur le direct, j'ai un écran noir, je ne sais pas pourquoi. Bon. C'est embêtant. C'est pas grave. Il y a toujours ma voix, bon, vous ne verrez pas... Ouais, je sais pas pourquoi. Vous ne verrez pas l'outfit, mais tant pis. Je sais pas pourquoi j'ai ça, bon. Donc on va évidemment parler de la rencontre du match face à l'Inter, mais on va aussi se concentrer sur le tirage qui devrait pas tarder à débuter, je pense. Donc voilà, le temps que ça débute, parce qu'on sait qu'il y a toujours beaucoup de blabla avant que ça débute. On va commencer aussi par ce débrief de l'Inter, justement, Adrien. Ouais. Défaite 3-0, donc c'était la dernière journée. Alors c'était un match pour du beurre, parce qu'il n'y avait plus grand chose à jouer, si ce n'est une éventuelle qualification dans le top 8, direct pour les huitièmes de finale et sans passer par le barrage. Mais bon, clairement c'était un match pour du beurre et bon, voilà, ça a été rapidement une virée en enfer. Je te trouve assez... pour du beurre, je partage pas trop cette vision, dans le sens où c'était quand même... Oui, alors ok, l'essentiel était acquis la semaine précédente avec cette victoire contre Aston Villa, qui nous garantissait la place dans les 24, oui. Oui, 24, ouais. Donc on était sûr d'être au moins qualifié en barrage, mais on était quand même, au coup d'envoi, on était 10e, je crois. Et c'est surtout un match de gala où tu dois quand même faire bonne figure. Enfin, je veux dire, on a fait une belle campagne européenne, donc ce serait bien de la terminer en beauté. Et on avait d'autres espoirs, je pense, même si on tombait face à une mastodonte européenne. Donc avec l'Inter. Après voilà. Le sort du match va être très vite, on va dire, scellé quand on voit la physionomie et ce début de rencontre et que voilà, il y a encore un monde d'écart avec des très très grosses cylindrées, et notamment l'Inter qui, elle, était assurée, il me semble, d'être dans le top 8, je crois, hein. Quoique, il pouvait peut-être descendre. Non, c'était pas forcément assuré non plus pour ouais. En tout cas, un point leur suffisait, mais je crois. Mais... Ils ont sorti la grosse armada, l'équipe type. Enfin, il y avait juste Pavard qui se retrouvait en défense. Ça, c'est pas, on va dire. Il était annoncé, en tout cas, comme titulaire. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on avait la doublette devant Lautaro, Thuram, mais c'était que leur deuxième apparition ensemble, en tout cas dans cette compétition. Donc là, le coach Inzaghi avait vraiment tout misé, en tout cas là-dessus. Il avait sorti la très grosse équipe pour recevoir nos jeunes monégasques. Ouais, tout à fait. Et alors, du coup, nous, on va évidemment parler de notre équipe à nous. Alors, on va commencer quand même par le j'aime pas, parce que on va pas non plus déroger à notre plan habituel, avant de commencer à évoquer notre composition, justement. Mais donc, je te laisse aller sur ton j'aime pas. Voilà, il y a pas l'image et il y a plus le son du coup. Ah bon? J'aime pas. Non mais pour mon j'aime, voilà, c'est cool. Boris est allé avec Giuseppe Meazza voir un match. Voilà, il a fait un bon déplacement. Il fait toujours des bons déplacements. Je me rappelle de son déplacement à Dortmund aussi. Voilà, il a fait demi-tour le soir même. Et là, au bout de 5 minutes, il aurait pu faire demi-tour aussi, mais il est resté jusqu'au bout. Donc bravo. Mon j'aime pas,
c'est effectivement le comportement de l'équipe et même de cadre, notamment Zakaria, qui nous plombe, quoi. On se tire une balle dans le pied et on a l'impression vraiment d'être venu en sparring partner, comme si on était 35e. Expression employée par la Gazzetta, sparring partner. Ouais, exactement, ouais. Mais je l'avais déjà mis, moi, en off dans notre converse parce que c'était criant. Donc voilà, non, le fait d'être passé à côté de ce match, et on pourra reparler du comportement de l'équipe, même à 2-0, de faire du pressing à 10 contre 11. Enfin bon, voilà, c'est un tout qui fait que c'est une copie qui est 0 et qu'il faut vite oublier. Et d'accord, a posteriori, tu dis que c'est un match qui compte pour du beurre, pour relativiser, minimiser sans doute, mais au départ, non, il y a des enjeux, et donc moi je suis très déçu sur ça. Ouais. Moi, mon j'aime, enfin, j'ai pas de j'aime. De toute façon, sur un match pareil, il y a strictement rien de positif à retenir de ce match-là. Peut-être éventuellement se dire que Lamine Camara a pas fait un mauvais match. C'est peut-être en tout cas le seul qui a un peu tenu son rang sur la première période. Maintenant, le j'aime pas, c'est le fait que au bout d'un quart d'heure, on pouvait déjà plier les grolles et puis rentrer à la maison, parce qu'on savait très bien que ça allait être une très très longue soirée, qu'il allait rien se passer. 2 buts en 15 minutes, une expulsion avec un penalty aussi. Enfin bon, bref, c'était absolument catastrophique, des erreurs dans tous les sens. Voilà. Voilà, une catastrophe, donc ce match-là pour moi. Après, l'Inter a joué au ralenti, et ce que j'aime pas particulièrement, c'est de voir cette différence entre des clubs comme ça et le nôtre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelques années, il me semble, en tout cas, je ne vais pas parler de 2016-2017, mais par exemple 2014-2015, peut-être face à des plus grosses équipes, on était peut-être capable d'être un peu plus performant, ou en tout cas d'être capable d'aller chercher un petit exploit, un petit quelque chose. Là, clairement, on sent que c'était pas le cas. On avait déjà eu la démonstration face à Arsenal que c'était compliqué, qu'on était vraiment très loin de leur niveau. C'est pas si surprenant non plus en soi, mais c'est un peu regrettable aussi. Et là, malheureusement, on a rapidement arrêté d'espérer quoi que ce soit dans cette rencontre. Et ce que j'aime pas surtout, c'est qu'au final, tu t'as cramé, entre guillemets, t'as mis ton équipe type, et derrière, l'équipe type se prend une branlée, en fait. Donc, voilà. Maintenant, est-ce qu'on aurait reproché la tactique qui est pour beaucoup, hein. Tu fais le comparatif avec la saison 14-15, on joue pas du tout pareil, hein. On est plus dans l'attente, dans le contre, avec un bloc bas. Là, le comportement de l'équipe, et de toute façon les idées du tueur, on a rarement vu ça, voire quasi jamais, en fait. Il s'adapte pas vraiment par rapport à l'adversaire, juste avec des fois des changements de dispositif, mais en tout cas la ligne directrice, la ligne de conduite reste toujours la même. Ouais, bien sûr. Et du coup, alors on parle de cette composition. Je pense qu'on va pas tarder à basculer sur le tirage, parce que là ils sont en train de faire les explications, donc c'est vrai qu'on va aussi peut-être un peu l'expliquer. Mais rapidement, la composition, Adrien, de ce match contre l'Inter. Ce que je disais un petit peu aussi dans mon j'aime pas, c'est que c'est équipe type, qui était alignée. Équipe type, oui. En absence de Singo, on doit se coltiner Salissou dans la charnière. Donc il y a Maïechki évidemment dans les cages, et puis donc devant Kerrer, Salissou, et sur les côtés Mawissa, donc qui est maintenant le numéro 1 au poste, hein, et Vanderson à droite. Dans l'entrejeu, on avait Zakaria Camara, Zakaria qui avait été longtemps incertain, et puis devant Golovin, Minamino et Akliouche qui viennent épauler Brelembolo seul en pointe. Ouais. Alors, on reparlera peut-être forcément de la compo, mais ça serait bien de passer un petit peu sur le tirage au sort, parce que là on est en train de montrer le tableau. Tu sais un petit peu comment ça se passe, toi, le tirage au sort? Moi je sais, mais si jamais toi tu sais pas. Oui, donc ça marche par paire, évidemment, hein. On le sait déjà, hein, que nos... Benoît ne sera pas là, pardon. Oui, Benoît ne sera pas là, évidemment, mais si on a un petit peu de chat, voilà, en référence à Benoît, évidemment, ce serait bien de tomber sur le Benfica plutôt que Paris, hein, parce qu'effectivement, donc on a le... Ah, normalement on doit te voir. Ah, ça y est.
Oh là là. Bonjour à tous. Voilà, je reviens pour le tirage. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'avec cette finalité, ce résultat de 3-0, bah, on se retrouve quand même à une place de con. On est le premier, premier mauvais barragiste dans la mauvaise partie de tableau. Et bah, on se retrouve à devoir se farcir soit le Paris Saint-Germain, soit Benfica. Et dans ce cas-là, moi, je suis très hypé par une revanche contre le Benfica. Parce qu'on a, voilà, avec ce qui s'est passé, il y a un passif. Donc voilà, moi j'ai envie de voir Benfica. J'en ai marre de Paris, surtout qu'au mois de février on les rejoue en championnat, donc on les a déjà vus fin décembre, on les a vus en début d'année à Doha. Bon, c'est bon, ça suffit, merci. Ça y est, ça débute. Ça y est, donc voilà, moi je suis full Benfica. Ouais, pour expliquer un petit peu comment se passe le tirage, donc là il y a les équipes qui ont terminé aux 9e et 10e place affrontent les équipes qui ont terminé 23e et 24e. Les équipes qui ont terminé à la 11e et 12e place affrontent les équipes qui ont terminé à la 21e et 22e, et ainsi de suite. Donc Monaco se retrouve dans le groupe avec 17e, 18e place, et opposé à ceux qui ont fini 15e et 16e, donc comme tu l'as dit, Paris et Benfica. Donc là, ça va être tiré très rapidement, on va avoir la réponse très très rapidement, parce que c'est les 23e, 24e qui sont tirés. On sera les derniers. Bah on saura très vite. Oui, effectivement. Après, il y aura pas beaucoup de suspense pour savoir effectivement sur qui on va tomber, parce que dès que notre boule sera soit tirée, l'un soit l'autre, saura tout de suite. Voilà. Exactement. Ce qui est intéressant, on reçoit. On reçoit à domicile, donc ce sera le week-end du 11 et 12 février. La semaine du 11 et 12 février. On saura normalement dans la soirée le tirage au sort. La programmation exacte, et le match retour, effectivement, on se déplacera, donc c'est peut-être un des inconvénients. Soit au Stade de la Luz. Une des formules aussi de cette Ligue des Champions un petit peu particulière, c'est que on ne peut pas éviter une équipe du même pays, donc c'est le cas de rappeler qu'on peut tomber contre Paris, ce qui est encore cette petite protection entre guillemets qu'on pouvait avoir dans la précédente formule au niveau du tirage des 8e de finale. Là, c'est pas le cas. On peut donc tomber contre Paris, et Paris, dans tous les cas, va tomber contre une équipe française. Ça, c'est voilà. Si c'est pas Monaco, pour eux, ce sera Brest. Donc voilà. Dans tous les cas, il y aura un choc français en barrage. Et quand je disais qu'on avait vraiment la pire place, dans le sens où en fait le vainqueur de ce barrage-là se retrouve dans la partie de tableau qui doit rencontrer le premier ou le deuxième de cette phase de ligue, donc à savoir Liverpool ou Barcelone, donc deux cadors européens. Alors on connaît Barcelone, on les a rencontrés, on les a tapés 2-1 à 10 contre 11 pendant mais là c'est le match aller-retour. Là on retrouve le schéma classique, le parfum de Ligue des Champions qu'on connaît si bien sur la phase finale. Donc voilà, là comme je disais, on va retrouver nos bonnes vieilles habitudes. Donc voilà, une belle place de con en tout cas, d'où mon agacement après le coup de sifflet final, où vraiment on est vraiment un club de cons. Ouais. Alors dans le sens où la lose quand même, enfin je veux dire, on a vraiment pas de chance quoi. Ouais. Ça on saura. On peut appeler ça de la chance. On saura au moment du tirage des 8e de finale, par contre, pour savoir contre qui on tombera. Alors c'est maintenant. Et alors ce sera donc le 21. Donc, le stade brestois est tiré en premier, donc on va savoir. Allez, mettez-leur Paris. Ah oui, s'il vous plaît. Vachement plus en avance que moi en fait. S'il vous plaît, mettez-leur Paris. Je pensais être. Je ne veux plus les voir. Dans le chat, évidemment, je pense que vous êtes tous team Benfica. Ouais, je pense aussi. Clairement. Voilà, je vois. Tellement triste. Ah. Attends, ils ont tiré Brest et puis. Je sais pas. Oui, ok, il y a bien les deux équipes qui sont dans. Oui, je comprends pas, j'ai pas suivi, mais là, donc il y a Brest qui a été tiré et Monaco, donc on a bien Brest et Monaco dans les. Oui, c'est pour s'assurer que je sais pas. Ah, c'est pour définir le tableau en fait. Ouais, ok, on se retrouve dans la partie droite. La partie de droite, du tableau. Ok, bon. Et donc là, on va savoir tout de suite parce que c'est 15-16. Ah bah non. Si, 15-16, c'est pour nous. Donc ça, c'est pour partir sur le tableau de gauche. Yes, donc c'est Paris-Brest normalement. Voilà. Un bon Paris-Brest. Un bon Paris-Brest. Donc ça, on prend. Voilà, parfait.
Parfait. C'est bon. Allez, on rend l'antenne. C'est bon. Salut, bonne journée. Donc Monaco va jouer contre Benfica en Yes. barrage de la Ligue des Champions. Voilà, bah écoute, on va s'en contenter. Hein. Moi, je t'avoue que je préfère, j'aurais préféré que ce soit aucune des deux parce que j'aurais préféré avoir un autre adversaire, découvrir autre chose plutôt que de rejouer encore contre Benfica. Paris, c'est sûr que ça m'emballait pas, hein, très clairement. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même le meilleur tirage qu'on pouvait espérer, hein, parce que le passif avec Paris qu'on a cette saison, à chaque fois quand même, on a quand même très clairement énormément subi, perdu aussi une finale. Oui, non, mais voilà, le rapport de force s'est totalement inversé. Je me rappelle, il y a encore quelques années, on pouvait encore se dire Monaco, c'est la bête noire du Paris Saint-Germain. Là, concrètement, on n'y arrive plus du tout. Hein, depuis l'année du titre, en vrai, on les a pas délogés. Si, il y a eu un Wagner. Non, Wagner Love, c'était avant le titre. C'est 2015, ouais, c'est ça. Donc Wagner Love et Fabinho. Ouais. Des petites panenka. On y était d'ailleurs avec Boris au parc ce jour-là d'ailleurs. Ouais. Alors ça vient de tomber pour le match retour au Stadio de la Luz pour Benfica, donc Monaco. C'est Monsieur Obrenovic, donc l'arbitre, qui sera sur la pelouse et qui va arbitrer ce match. Je pense que alors lui, il est pas prêt de arbitrer une des deux équipes, je pense. Ouais, peut-être Benfica. Hein. Benfica, ils vont pas se plaindre, hein, mais nous, c'est sûr, on n'est pas prêt de leur croiser. Ouais. En tout cas, voilà, on a donc ce tirage au sort. Donc il y a des motifs d'espoir là pour le coup, parce que franchement, petit soulagement aussi quelque part, parce que on sait très bien qu'on aurait pris Paris, c'était la fin de la route, et puis surtout, on les aurait joués 3 fois en 10 jours, franchement, grosse flemme. Ouais. Donc merci le tirage, franchement là pour le coup, ça fait plaisir. Petite pensée aux amis brestois quand même, parce qu'eux ils doivent moins rigoler. Ouais, on s'en fout. Ils ont fait un beau parcours, c'est vrai bien. qu'ils ont fait un magnifique parcours. Mais c'est vrai que c'est moche de taper Paris, quoi. Ouais. Surtout que il se joue là, non d'ailleurs là, ce week-end, je crois. C'est pas Brest-Paris là. Je sais pas, je t'avoue. Je crois que c'est Brest-Paris ce week-end. Écoute, ça donnera l'occasion déjà de petites retrouvailles sympas. Il faut que Singo mette des bons coups de physique à l'arrière gauche. Déjà, faut espérer que Singo soit titulaire parce que qu'ils reviennent. Qu'ils soient On avait dit 5 semaines. Il y a déjà une semaine de. Ouais. Une semaine et demie découlée. Entre 3 et 5, c'était un petit peu vague. Alors, je t'avoue qu'on va espérer que ce soit. Parce que ça arrive très vite. Hein. Ça arrive très vite. 11 jours. On le rappelle, le 11-12 février pour le match aller et 18-19 pour le match retour. Donc, ça va vraiment s'enchaîner. Donc, voilà, il va falloir être prêt rapidement et il y aura effectivement assez peu de temps de pause. Donc on le rappelle, après on jouera soit Barcelone, soit Liverpool, hein, comme tu disais, si on se qualifie. Mais là on le saura donc uniquement au moment des tirages des huitièmes de finale. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le 21 février qu'on saura, qu'on aura l'information. Si on est concerné. Évidemment, si on n'est pas concerné, on ne fera pas de live tirage. Évidemment. Singo, il sera encore à la turbie en reprise. Oui, c'est en réathlétisation. Ouais. Yuri Tielemans va bien. Ouais. Je sais plus si c'était lui ou un autre, mais il y avait le va bien. Ouais. Il y avait un va bien, c'était très très drôle. En tout cas, voilà, petit soulagement, et puis en plus, l'avantage, c'est qu'on connaît aussi, entre guillemets, un petit peu presque la suite, parce qu'après, c'est Dortmund contre... voilà, je sais pas... Enfin, donc, on a déjà aussi un aperçu du tableau global sur lequel on va pouvoir un petit peu... Liverpool-Barcelone, déjà, c'est très bien si on passe ce barrage-là. Ce sera l'occasion d'empocher aussi 11 millions, ajouter à ça aux 59 déjà perçus. Pour le club, pour la vie économique du club, c'est quand même très bon aussi à prendre. Bon, on va pas faire les petits comptables, ça nous intéresse pas. Nous, c'est plus le terrain. Mais bon, pour la situation du club, c'est non négligeable. Donc non, et puis vraiment, moi j'ai un goût amer parce que si on est dans cette position-là aujourd'hui, c'est parce que ce match contre Benfica, il est aussi en travers de la gorge. Ouais. Que tu puisses perdre contre l'Inter et Arsenal, c'est logique, hein.
Benfica, c'est un match qu'on avait assez bien maîtrisé Ouais, aussi. ouais. Alors, pas pendant 90 minutes, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'on avait montré qu'on était capable de faire jeu égal. En tout cas, on n'a pas de complexe d'infériorité à avoir face à ce genre Zéro. d'équipe, ça c'est une certitude. Zéro. Maintenant, voilà, je pense qu'il y aura peut-être un sentiment, on va dire, de revanche, de hein. revanche de la part des joueurs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a dit Brelem Bolo. Oui. Mais tant mieux. Après le match contre l'Inter, donc C'est déjà très bien de ressentir ça dans le sens où, enfin, voilà, après, faudra pas se perdre et retomber dans les mêmes pièges, justement. Hein. Attention, là, Hutter, il doit vraiment aussi appuyer là-dessus, parce que là, les rouges à la con, ça y est, c'est de nouveau à la mode chez nous. Donc voilà, pour ce match-là, en tout cas, pour le match aller, il y aura des suspendus, hein, enfin qu'un seul, je pense. Il y en aura. On va en parce parler. que Zakaria Kerrer, voilà. Zakaria et Kerrer, ils n'ont pas pris de jaune et je crois que c'était les deux qui étaient sous. C'était Camara et Kerrer. C'était Camara et Kerrer, ouais. Bon, voilà, ils sont passés entre les mailles du filet, tant mieux. Mais ouais, donc non, franchement, Benfica, c'est parfait. Je le redis parce que je suis vraiment satisfait de ce tirage. Donc il y a vraiment une revanche à prendre. Et puis bon, on sait très bien que les clubs français contre Benfica, c'est pas non plus une mince affaire. Donc on va pas crier victoire. Mais comme tu l'as dit, on a fait mieux que jeu égal. On méritait de gagner. Maïchki sort des parades formidables, mais il fait une boulette aussi. Il y a une incompréhension pour le 1-1. Et puis il y a tous ces faits de match qui vont à notre rencontre, qui pèsent dans la balance et qui fait, je le redis, qu'on se retrouve dans cette position de. Comme disait Hutter, à 11 contre 11, on était la meilleure équipe et je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Maintenant, l'expulsion de Singo, elle peut être sévère, mais elle n'est pas illogique en soi. Le problème, c'est que c'était toute une succession de faits arbitraux. Je pense qu'il fait une faute dans le match. Il fait une faute dans le match, il est dehors. Ouais, le problème, c'est qu'il avait déjà pris un jaune avant, quoi, pour protestation. Il a contesté. Mais je suis d'accord, oui. Après, le contact en soi, il n'est pas, pas forcément un deuxième jaune. Enfin, il y avait eu zéro psychologie. Donc, on va pas réouvrir le chapitre. Oui, bien sûr. Mais non, on est d'accord. Hein, je veux dire, après, voilà. Le problème, c'est qu'il aurait peut-être dû faire un peu plus attention aussi, en sachant, en ayant compris comment était l'arbitre lors du premier acte. Mais bon, c'est l'occasion, en tout cas, de d'écrire une nouvelle. Une nouvelle page un peu plus reluisante cette fois-ci contre Benfica. Alors, il y a N3O qui nous partage un Optafact. Donc, je dirais Néo, moi. Ouais, peut-être. C'est possible, je sais pas. Ok, Keanu Reeves. Ouais. Benfica s'est qualifié lors de 9 de ses 12 affrontements à élimination directe contre une équipe française de compétition européenne, dont les 2 disputés en C1. Ok. Alors je pense pas que ça concerne par contre Monaco sur les affrontements à élimination directe. Monaco les a affrontés uniquement en poule, si je dis pas de bêtises, non ? En tout cas, j'ai pas souvenir dans l'histoire qu'on ait joué Benfica en phase élimination directe. Faut revoir dans le passé, mais en tout cas dans l'histoire récente de nos dernières confrontations, non, c'était toujours en poule. Ouais, mais il y a eu un Benfica dans le passé, non ? Comment ça, dans le passé ? Je sais pas, dans les années 80. Non, il n'y a pas eu un. Je suis en train de vérifier, mais j'ai pas du tout souvenir d'un Benfica dans les parcours. Tac. En tout cas, il me semble que l'année dernière... il y avait le Sporting en 97-98 en groupe, mais après, non. Ok, d'accord. Bon, Marseille les a tapés les a sortis l'année dernière en Europa League au tir au but. Voilà, c'est l'un des rares clubs français qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Et il me semble que Paris a gagné une fois là-bas aussi. Époque Chantôme, tout ça. Oula, ouf.
Putain, ça alors Il là, me semble. Hein. faut le trouver celui-là. Ouais. Mais ouais, bon voilà, en tout cas, c'est un bon tirage, en tout cas le meilleur tirage qu'on pouvait espérer sur ce barrage. Donc on espère évidemment ensuite une qualification pour ne pas avoir à dire vivement la fin de saison le 18 ou le 19 février. En tout cas, nous, sur ce match contre l'Inter, on va revenir un peu sur le débrief maintenant, on pouvait dire vivement le coup de sifflet final. Ouais, au bout de 2 minutes. Au bout de 2 minutes, je pense qu'on pouvait déjà se le dire. Donc on peut évoquer un petit peu pêle-mêle tout ce qui s'est passé dans le premier quart d'heure, Adrien. Il s'est passé, mine de rien, énormément de choses, mais pas grand-chose en notre faveur, par contre. Ouais, pas grand-chose en notre faveur, mais un ballon qui roule tout le temps en fait aussi. Donc ça, c'était quand même plaisant dans le sens où voilà, il y avait du mouvement, de l'activité, de l'intensité. On était sur un rythme effréné en tout cas, je trouvais. L'Inter qui a tout de suite pris les devants grâce à un penalty obtenu par Marcus Thuram, la malice à l'italienne. Ouais. Mais pour moi, le penalty est logique. Hein. C'est pas du. Alors, je sais plus quel était le joueur qui. Je crois que c'est Morata. Quand je dis à l'italienne, le penalty à l'italienne, je repense à ce Juve Monaco et ce penalty imaginaire accordé. Il me semble que c'était Morata qui se fait un croche-pied tout seul à l'entrée de la surface. Il me semble que c'était lui, le 9. Bref, là, il y a vraiment contact où en fait Zakaria revient derrière lui et ses jambes s'entrecroisent, s'entrechoquent. Donc il y a péno. C'est un peu dur de l'accorder dès la deuxième, mais en soi, enfin bon, il y a contact. C'est pas c'est pas scandaleux d'accorder penalty, loin de là. Donc Lautaro Martinez s'en charge et vient transpercer Majewski d'une frappe puissante plein centre. Ouais. Majewski avait bien senti le coup en fait en attendant le dernier moment et en voyant la trajectoire sur lui. Mais bon, je pense que le temps de réaction, est-ce qu'il était incriminé ? Je ne pense pas. Ça doit venir tellement vite, tellement fort. La question, on peut se dire, c'est s'il met le pied, c'est peut-être mieux que mettre la main à cet endroit-là. Je sais pas. Ouais, s'il met le corps. Oui, je veux dire, tu vois, mais peut-être dans un réflexe, tu décales le pied plutôt, tu vois, que de plonger. Enfin, en termes d'anticipation, t'es peut-être plus rapide. Mais bon, je pense qu'elle est difficile à prédire parce qu'en fait, je pense aussi que je me demande si Lautaro met vraiment le penalty qu'il veut mettre en réalité à cet endroit-là. Je suis pas sûr que. Je trouve que c'est plutôt mal tiré en réalité. Ou alors est-ce qu'il s'est dit l'autre il fait le pantin là sur la ligne donc il fait le Charlie Tange. Est-ce que du coup voilà, des bonnes refs hein. de bons joueurs de Ligue 1 après Clément Chantôme, je vous offre Charlie Tange, c'est après le va bien aussi. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà. Est-ce que du coup, il se dit à ce moment-là, je vais le mettre plein centre parce que c'est sûr qu'il va plonger, il va partir d'un côté, etc. Donc, en soi, Majewski, et je pense, c'est assez surpris que le ballon soit à cet endroit-là et il le lit assez bien, mine de rien. Mais voilà, malheureusement, il manque la main un peu plus ferme pour repousser ce penalty. Et c'est un petit peu dommage quand même. Ouais, et donc l'Inter qui mène 1-0 et enfin des situations comme celle-ci, j'ai l'impression qu'il y en a 2 ou 3 qui viennent qui s'enchaînent avec aussi des contacts dans la surface, des joueurs qui se retrouvent très proches de nos cages, Dumfries, il y a plusieurs situations avec des contacts aussi, ouais. Des situations chaudes. Tout à fait. Ouais. Et puis, nous, on a une petite incursion où Minamino vient faire le feu follet dans la surface et mène en bourrique un peu tout le monde. On a noté sur cette partie 4 frappes pour Monaco, 0 cadré dans ça. Sur les 4, il y en a 3 qui sont intervenus sur la même séquence à la 10e minute. 3 frappes contrées. Mais c'était exactement dans la même séquence. Je vois même pas 3, mais ouais, d'accord, ok. C'est exactement à cet endroit-là. Comme j'ai revu le match hier, du coup, je les ai notés parce que je me suis dit, ok. Donc là, j'étais en train de me dire, ok, je sais qu'il y en a eu 4. Donc
tout le monde me dit que visiblement en seconde période au stade ils attendaient tous la frappe cadrée, c'était un peu le petit jeu de la seconde période, enfin ils attendaient la frappe déjà, il n'y en a pas eu, donc je me suis dit ok, il y en a déjà eu 3 au bout de 10 minutes de jeu, là je vais en avoir une en 80 minutes restantes, je vais bien me faire chier, et bah non, en fait elle est arrivée tout de suite après, donc je me dis ok, il n'y en aura plus une seule du coup pendant les 80 minutes restantes. Voilà. Et donc tu disais, voilà, il y a eu Minamino, il y a eu Lamine Camara qui en a calé une, qui a été la première frappe contrée à la 8e minute. Après, c'est Akliouche qui a tenté. Ensuite, effectivement, on a eu le retour avec Minamino qui a tenté aussi. Voilà. Donc, et ça a été à peu près tout. À peu près tout, ouais, effectivement. La suite, c'est que on se retrouve avec une mauvaise calcul de trajectoire, on va dire, de la part de Mawissa, qui se fait une nouvelle fois. On va dire que Thuram abuse une nouvelle fois de nos défenseurs et va provoquer la faute de Mawissa en tant que dernier défenseur. Donc là aussi, la sentence, elle est logique et elle est irrévocable. Donc out Mawissa. Ouais. Au bout de 14 minutes. Si Thuram était marié avec Mawissa, il se serait accusé de violence conjugale, là, je pense. Alors, elle est pas mal parce qu'elle est quasi vraie, en fait, avec les histoires Thuram, évidemment, donc bien joué. Bref, tout ça pour dire que on se retrouve à la 14e minute à jouer à 10 contre 11 en étant mené à 1-0. Et puis, très rapidement, Hutter ne fait aucun changement et très rapidement. Pas tout de suite, en tout cas. Ouais, il attend 5 minutes et durant ces 5 minutes-là, on prend un but et dès lors qu'on prend le 2-0, là il va mettre un arrière gauche vraiment de métier sur la pelouse. Donc il fait rentrer Caio Henrique à la place de Marnès Akliouche, donc Marnès qui est remplacé à la 20e minute. Donc bon, là on sait de toute façon. Si on doit mettre les highlights du match d'Akliouche, donc c'est cette occasion ratée et du coup la conférence de presse en avant-match. Voilà. C'est ça. Il est sorti sans. On voyait qu'il était plein de seum, clairement, quand il est sorti. Il tirait la gueule, mais il est resté correct. Il a serré la main de l'entraîneur quand même. Enfin voilà, il a pas fait de vague, donc malgré la grosse déception et la frustration, il est resté pro et il s'est pas fait remarquer dans le mauvais sens, on va dire. Donc, je rigole parce qu'on a Thiago Scuro là qui est au micro de Canal là. Il dit quoi, Peut-être qu'il va nous donner une info transfert ou alors qu'il se charge absolument pas de ça maintenant. Ouais. Anderson, qui... Alors Anderson, on a toutes les 3 heures, on a une info contradictoire. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne, clairement. Si tu veux, on en parlera quand on aura évoqué la blessure de Thésée en seconde et du coup ça ouvre le chapitre sur le milieu, mais ouais, carrément. Mais on fera de toute façon une gazette bilan du mercato la semaine prochaine, je pense. Attends, le mercato termine quand? Le 3 Le 3, ça tombe quoi? Ça tombe lundi. On fera certainement un truc mardi ou mercredi, histoire de faire une petite gazette pour récapituler tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas fait... Non, on en a fait 0 là, ce mois-ci. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus... on a eu Mika Biarrête, quoi. On a eu Mika Biarrête, voilà. Mais c'est vrai que là, ça hype pas mal, je vois. Là, d'ailleurs, dans le chat, ça parle d'Anderson et tout, donc on sent que... forcément, oui. Ancien capitaine de Liverpool, international reconnu en Angleterre quand même. Oui, un sacré pédigré, mais bon. Clairement, je pense qu'on serait content, même à 34 ans, d'avoir ce joueur-là, à mon avis, arriver, de voir le joueur arriver, quoi. Surtout qu'il joue régulièrement. Des joueurs de ce profil-là, on en a eu pas mal sur la Côte d'Azur aussi, ça n'a pas non plus toujours été... Ça n'a pas toujours été une réussite, mais à chaque fois, quand même, il y a toujours eu une petite hype qui a précédé l'arrivée. Au moment de l'arrivée. Et du Gudjohnsen. Voilà. On était tous heureux, on va pas se mentir, quand on a vu Gudjohnsen signer. Bon. Ouais. On continue, on enchaîne sur les refs de notre bonne vieille Ligue 1 Orange 2008-2009, 2006-2009, période. Ligue 1 Orange, je crois, ouais. Est-ce qu'on va retomber jusqu'à la D1, tu penses? Non, on reste sur les... Écoute, on peut si on évoque le précédent match à Giuseppe Meazza. Mais... Oui. D'ailleurs, j'ai lu, je l'avais noté, c'était... je vais la lire parce que j'ai envie de... et que j'ai envie un peu
flamber, tu vois, avec. Mais je me souviens, enfin, j'ai recherché un petit peu dans les vieux l'équipe, tout ça. Je suis allé voir ce qui avait été écrit sur le premier match. Donc, on avait perdu 3-1 en 96-97, en demi-finale de Coupe de l'UEFA. Et c'était donc une tribune, enfin un édito de Gérard Agnès, dans l'équipe qui avait mis « La première mi-temps de notre grand champion fut une pure horreur, un torrent de naïveté se déversant dans un fleuve avide de l'engloutir, de le dévorer, un véritable et désagréable bain de jouvence faisant remonter à la surface des époques que l'on espérait révolues, quand le calcio était pour nous une autre planète. » Oh, c'est magnifique. Il y avait des plumes à l'époque à l'équipe. Vincent. Hein. Ah ouais. Ça se perd. Non. Non. Mais non, mais ce que je trouve incroyable en fait dans cette phrase-là, c'est qu'elle est parfaitement d'actualité par rapport à ce qu'on a vécu. Bien sûr, on peut la transposer au match. Exactement ça. Ouais, non, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a eu une roublardise, un vice, et nous on est tombé naïvement dedans, et comme un symbole en plus. C'est Zakaria le premier qui plonge la tête la première dedans, qui provoque le penalty au bout de 2 minutes. C'est ton capitaine, ton homme fort, celui qui a joué dans les grands clubs, notamment en plus à la Juventus. Bon, il a pas beaucoup joué, mais voilà, il est un petit peu imprégné de cette culture grand club, de cette culture aussi un peu italienne, un peu roublarde. Et ben non. C'est lui qui plonge le premier, quoi. C'est ça qui m'a le plus étonné. On fait tout un cinéma autour de sa présence ou pas, comme quoi il nous le faut absolument. Au final, que ce soit Camara ou un Magassa qui fasse ça, ça m'aurait pas étonné. Mais venant de sa part, c'est sûr que voilà, Bref. Annonciateur en tout cas. Donc nous on se retrouve à 2-0 sans réponse. Hutter donc met Caio Henrique. Puis bon, jusqu'à la mi-temps, on va serrer les fesses pour rester à 2-0, sachant que le goal average peut avoir une incidence. Donc l'idée, c'est vraiment de pas prendre une valise. Donc là, malheureusement, ça va être une lente agonie. En réalité, toute la soirée s'est résumée à suivre le multiplex, le petit voilà. Et puis à savoir exactement, à avoir un œil sur le classement pour savoir qui on allait potentiellement prendre. Exactement. Le match n'avait plus d'intérêt. Moi, je vais vous le dire honnêtement, à 2-0, je me suis barré, quoi. Je suis allé sur le multiplex pour suivre un peu ce qui se passait, voir le classement, tout ça. Donc voilà. Ça avait plus de saveur. Je sais pas si vous avez eu la force, le courage dans le chat ou vous-même, auditeur, d'aller jusqu'au bout vraiment à fond. Mais qu'on vienne pas me taxer de faux supporters ou quoi que ce soit, hein, mais bon, voilà. Donc 2-0 à la mi-temps. Et quand on voit le troisième but, j'embraye direct, mais quand je vois le troisième but, c'est vraiment un cirque absolu. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on se retrouve avec un Magassa qui effectue un pressing, mais à 90 mètres de ses cages, un peu à l'instar d'un Fofana avant, quand on le voyait super haut, qui était le premier, si vous voulez, à déclencher un peu le pressing. Là, c'est pareil. Et on a Thésée, donc qui était rentré en cours de jeu. On a Thésée qui fait pareil, qui lance aussi la seconde lame, et on se retrouve du coup avec nos deux milieux centraux un peu défensifs qui assurent l'équilibre à 90 mètres de leur cage et qui se font éliminer sur une passe. Un pressing suicidaire. Exactement. On est à 10 contre 11. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment, mais c'est lunaire de faire ça à ce niveau-là face à une telle équipe où. Et derrière, il y a une course de 80 mètres de Papy. De Papy Mkhitaryan. C'est n'importe quoi. Limite, avec son déambulateur, il a eu le temps de tout faire, quoi. Bon, après, Mkhitaryan à Monaco, on prend. Hein. Oui. Tous les jours. Hein. Ouais. Il est titulaire tous les jours, le garçon. Il est titulaire tous les jours. Je sais pas s'il finit les matchs, mais ouais. Bon, après, t'as Camara qui est jeune pour rentrer en cours de jeu, c'est pas un problème. Ouais. Non, bien sûr, mais c'est la qualité du joueur. Et puis voilà, c'est comme tu disais, ce pressing absolument invraisemblable. Mais c'est aussi parce que, je pense, parce que l'Inter
à relever la pédale d'accélérateur. En fait, ils ont lâché le pied, tout simplement. 2-0, ils étaient tranquilles, ils étaient en totale gestion, en supériorité numérique. Donc en fait, ils nous ont laissé un peu le ballon. Ils nous ont peut-être, je pense aussi, laissé prendre confiance au cours du match. Ouais, Confiance je pense qu'il y a relative, on va dire, l'expérience. mais voilà, mais je pense que peut-être on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à aller tirer, peut-être un but à mettre, éventuellement réussir si on fait un bon pressing, etc. Mais bon, très clairement, on a eu une équipe qui était coupée en deux derrière, et eux, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, quoi. Mm. Et donc Lautaro Martinez qui cale son triplé, Tout à fait. puisque Mkhitaryan qui remonte tout le terrain va frapper. Majicki repousse un peu aussi ce match contre Rennes, où il repousse sur le côté, Un mais peu pas... mieux que contre Rennes, Oui. mais bon, c'est quand même un ballon relâché qui finit quand même dans les pieds. Van der Sar qui suit Ouais. pas. Alors Van der Sar qui revenait de très loin pour le coup Oui. sur l'action et qui était un peu en bout de course, mais force est de constater qu'il ne suit pas quand même. Et il y a jusqu'au quand bout. même du monde qui suit cette action. Enfin, c'est-à-dire que Mkhitaryan, il est pas tout seul, hein. Il profite des appels de partout, à droite, à gauche. Il y a des solutions partout. Il décide l'option solitaire, à savoir la frappe. Mais c'est suivi derrière. Il y a de la présence dans la surface côté Interis. Donc, bon, bah. Lautaro, en tant que bon renard, vient faire son job et inscrire donc un triplé. Et ce sera le score final de ce match, 3-0. Mais il y aura quand même des petits événements Il y a encore un petit jusqu'au événement, coup de sifflet final, hein, avec cette blessure de Thésée, où on va donc finir. Toutes les sessions avaient été effectuées par Hutter. Donc on s'est retrouvé en double infériorité numérique, hein, puisqu'on était à 9 contre 11 pendant plus de 10 minutes, parce que je crois que la blessure de Thésée intervient à la 84e et qu'il y a 6 minutes de temps additionnel, ouais. si je dis pas de bêtises. Donc, vous voyez, hein, j'ai quand même bien suivi le match. Hein. Sinon, je serais pas là en train de le débrief non plus. Mais bon, voilà, 3-0 et une place de con. Et puis, bon, Et Thésée, donc, qui est touché sur un contact avec Aslani, qui prend... Alors, c'est un contact, mais en fait, c'est pas l'endroit où il prend le contact. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre. Il se tient la cuisse gauche, je crois. Donc, ça a l'air d'être peut-être un peu le quadriceps. Un claquage, voilà, assez... qui est vraiment soudain. Et je pense qu'il a été un peu foudroyé, à mon avis, par la douleur à ce moment-là. Mais c'est pas la zone qui est touchée lors du petit contact avec Aslani. C'est plus, peut-être, on dirait, sur l'appui qui suit le contact. Donc bon, Aslani fait pas une grosse faute, ça nécessite pas forcément un jaune à ce moment-là. Bon, bref, ça c'est pas très important, mais voilà. Alors, donc c'est encore un truc un peu con, on va dire. Et Hutter qui disait que il avait peur que ce soit assez grave. Donc il a été évacué sur civière quand même. Ça veut dire que quand même, je pense qu'il y avait quelque chose qui était pas qui est pas non plus anodin si il est évacué par civière quand même. Donc a priori on va pas l'avoir pendant plusieurs semaines. Alors là actuellement il doit y avoir la conférence de presse en ce moment même pour Auxerre. Donc je pense que le point médical sera évoqué et je pense qu'on aura certainement quelques nouvelles de là pour Thésée. Mais en tout cas c'est clair que alors c'était un peu je vais pas dire un running gag, mais je me rappelle quand on l'avait mis au milieu de terrain contre l'Union Saint-Jean, j'avais dit ça pourrait être intéressant de le revoir face à une autre opposition. Ce qui a été le cas, on l'a revu, donc déjà sur ce match contre l'Inter, mais aussi auparavant. Mais là, en tout cas, on se disait, le running gag, c'était, du coup, maintenant qu'on a Thésée qui peut jouer au milieu de terrain, il n'y a pas besoin de recruter au milieu, donc, et maintenant, si. Donc, voilà, il reste 3 jours. Il va falloir se sortir comme on dit. Donc, parce que là, on pourra pas, on n'aura pas l'option Thésée au milieu de terrain. Non, en plus, on a perdu Matazo qui est parti à Hull City, donc on est vraiment dans le dur. Non, c'est ça. On peut noter aussi donc, que Camara et Kerrer ont été sortis à la mi-temps, donc remplacés justement par Magassa et Thésée. Alors les deux aussi c'était justement déjà ça évite de les fatiguer inutilement clairement le match était déjà perdu, mais surtout ils étaient sous la menace d'un carton jaune, donc autant éviter de les faire suspendre pour le barrage aller contre Benfica. Il y en a un qui sera suspendu forcément, c'est Christian Mawissa, et je pense qu'on peut le mettre dans les flops
10 minutes passées sur le terrain, 10 minutes à prendre le bouillon, que ce soit par Barella ou par Dumfries. Enfin bon, c'était catastrophique au niveau du placement. Enfin, intelligence tactique proche de 0 pour Mawissa. Oui. Et puis bon, bah la faute bête. Alors on peut dire que oui, Thuram en rajoute, Thuram l'accroche aussi au départ de l'action, etc. Oui. Enfin bon, Bah, dans ce cas-là, tu le tombes. ceintures pas. Et... surtout dans cette position de dernier défenseur, c'est idiot. Voilà. Le manque d'expérience criant, c'est là que ça se voit. Tu vois, le gars débarque de Toulouse. Bon, il joue pas non plus à son poste, hein, parce que quand on voit l'apport offensif, c'est aussi 0, parce que sur cette action de Minamino dont on a parlé, le ballon lui revient dans les pieds. J'ai passé, il envoie un truc en mode, bon bah je mets ça dans la boîte, ça décolle même pas du sol. Enfin c'est 0 quoi. Donc il y a quand même aussi un problème sur ce poste-là. Hein. Alors il tient la corde défensivement, bon sur ce match-là pas du tout, mais il apporte plus de garanties que nos Ouattara et Enrique. Ouais. Mais bon. Je suis pas sûr, je suis pas franchement convaincu. Je vais pas te mentir, je pense que ça peut faire un bon défenseur central, mais en tout cas par rapport à la densité physique qu'il peut apporter. Mais clairement, techniquement, il est pas au niveau pour un poste de latéral, donc offensivement, il apporte strictement jamais rien. Et puis bon, défensivement, je suis pas non plus sur la couverture d'un couloir, vraiment pas convaincu pour l'instant de ce qu'il montre. Je crois qu'on l'a vu. On l'a vu qu'une seule fois dans l'axe, et c'était cataclysmique. C'était contre Lens où Hutter fait une compo suicidaire, a tout changé sans raison, alors qu'il n'y avait pas de match en semaine et pas de match. Enfin bref. C'est la peste ou le choléra, le choix. On nous dit, on a 3 nullards en arrière gauche. Bah, il faudra trouver quoi? La peste, le choléra, il en faut un 3e du coup. La gale. Ouais, voilà, on y est. Voilà. Bon, on plaisante, hein, mais effectivement, c'est vrai qu'on a 3 solutions et en ce moment, ça marche pas. C'est malheureux quand même que Caio Henrique n'ait pas retrouvé son niveau d'antan. Ça, c'est quand même un énorme regret, quoi. Ouais. Après, son entrée, Caio Henrique, alors bon, elle est pas terrible, puisqu'il est rentré, donc on le dit, on le rappelle, à la 20e minute hein, pour remplacer Akliouche. Pareil, hein, il y a eu aussi quelques lacunes défensivement, mais je trouve quand même j'ai l'impression qu'on l'a vu un peu plus concerné que des fois d'habitude, où il est transparent, où il fait le minimum syndical. Là, j'ai eu l'impression qu'il avait quand même un peu plus de jambes pour essayer de se projeter un petit peu quand il pouvait ou quoi. Il a quand même fait un peu plus d'efforts défensifs aussi, je trouve. Voilà. C'était pas si mauvais, c'était pas la moyenne, mais bon. C'était peut-être un peu mieux que ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, où on a l'impression que le mec il avait même pas envie d'être là, quoi. Ouais. Bah justement, et remontrer les images du match contre Benfica, c'est lui qui fait la tête en retrait, pas assez appuyé, en cloche pour Pavlidis. Alors au niveau des flops, on n'a pas de top hein, sur ce match. Hein, non, que ce soit clair. Le seul qui pour moi a été à son niveau correct, en tout cas juste à la moyenne, à la surface de flottaison, c'est Camara sur la première période. Il y a eu quelques bons gestes et quelques bons retours défensifs. Il a tenté un peu aussi quelques projections quand Monaco avait le ballon, mais globalement, j'ai pas grand-chose. On n'a pas grand-chose à relever de positif de ce match sur les performances. Dans les autres flops, forcément, je pense qu'on sera d'accord. Mohamed Salissou qui a peut-être réalisé. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un défenseur aussi en difficulté à Monaco. Certainement, peut-être. Mais il faudrait remonter à Ligue 1 Orange 2008, 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Genre, des Puy-Grenier, tu vois. Ouais. Non, enfin là, on va dire quoi, le contexte actuel autour de Salissou, enfin il n'y a pas un match où il est propre, quoi. Enfin il n'y a pas un match où on est satisfait en ce moment, et ça dure, quoi. Ça va faire 2 mois maintenant où il y a toujours un truc où je me souviens de l'histoire du but qu'on prend au Trophée des Champions à la dernière minute, le placement. Enfin bon, il y a quand même, il est tout le temps dedans, quoi. Et là, sur ce match-là, il est tout le temps, il a tout le temps un train de retard, enfin un temps de retard sur ses interventions, sur le marquage, sur tout. Donc il y a rien qui va. Ouais. Et donc, la classique. Sur l'alignement défensif de hors-jeu, où il couvre encore une fois sur le 2e but. Voilà. Encore un but pour sa pomme, quoi. Ça, c'est à chaque match, quoi. Ça, c'est ça devient, mais
Bah, si c'est pas Mawissa, c'est Salissou pour le placement. Ouais, la dernière fois, c'était Mawissa. Ouais. Mais là, c'est pas possible, quoi. Contre Arsenal, il y a tellement d'exemples à un moment donné où il le fait, mais c'est pas possible, quoi. Voilà. Et puis il y a son engagement défensif sur 2 situations dans la surface où franchement c'est super limite. Tu te dis c'est pas loin d'être penalty. Alors je crois que certains on n'a pas trop revu d'image, mais il y a 2 situations. Première mi-temps, en début de première mi-temps là. Ouais. Sur Dumfries. Dumfries, ouais, pardon. Ouais. Donc tu te dis mais c'est une catastrophe. Une pelletée d'interventions défensives complètement ratées, de trajectoires mal jugées. À un moment donné, il y a un long ballon qui est envoyé, il fait n'importe quoi, il fait la danseuse là avec une jambe en l'air, il remet le ballon en plein axe, du coup ça donne une transition pour l'Inter. Mais voilà, c'était... Et puis il se fait prendre plusieurs fois dans le dos. J'ai l'occasion de Pavard à la 52e que Majewski arrête. C'est lui qui se fait lober par le petit ballon subtil de Lautaro. Il y a une autre situation où pareil sur un long ballon, une longue diagonale, il se fait prendre sur le duel aérien, un mec qui arrive derrière lui et il prend le ballon, il met il a été nul. Il a été nul sur ce match-là et à un moment donné, ça devient inquiétant parce que là on le sait qu'on n'a pas Singo pour plusieurs semaines. On espère évidemment retrouver Singo le plus vite possible, mais là on sait que tous les matchs qu'on va jouer, on va les jouer avec Salissou titulaire, parce que il n'y a pas 50 options. Et en ce moment, vu son niveau, c'est un très gros problème. Très très gros problème. Et on pourra pas rappeler Matsima du coup, comme on avait fait l'année dernière, on pourra pas rappeler Matsima de près, puisque l'option a été levée par Augsbourg. On a fini la deuxième période donc avec Zakaria en défense centrale. On peut le signaler. Zakaria, est-ce qu'on le met dans les flops ou pas ? Ouais, allez, c'est parti. Ouais, moi je le mets dedans. C'est tellement rare de pouvoir le mettre, donc là on y va. Franchement, c'est l'occasion. Je ne sais pas si on aura de nouveau l'occasion de le remettre en flop, mais oui, c'est un flop. C'est un flop. Par rapport aux attentes, et cette situation dont on l'a très bien décrite. Donc voilà. Ouais. Puis au milieu, pour moi, il a clairement été en dessous, quoi. On sentait que ça allait même trop vite pour lui en première période. En deuxième période, pareil, il se fait prendre de vitesse quelques fois, même s'il est en défense et qu'il est un peu mieux en deuxième période qu'en première. Mais en première, il a aucune influence sur le jeu, alors que t'attends beaucoup de lui et il est dépassé comme tout le monde au final. Ouais, et des pertes de balles inhabituelles aussi au milieu. Ouais, non, c'est clair. Ouais, la première période de toute façon est catastrophique. Dans les flops, on peut mettre Majewski, je pense. Oui, il a été moins. Contre Arsenal, Arsenal, on prend 3-0, mais il est clairement pas en flop parce qu'il retarde l'échéance. Bon, là, il prend 3 buts. Il aurait pu en prendre 4 ou 5. Il est pas non plus. Il est pas nul, mais bon, flop, allez. Il est masqué sur la deuxième qui est quand même aussi sur lui plein centre. Ouais, mais tu vois, alors moi si je veux remonter plus loin sur les 2 premiers buts, les 2 actions, le premier c'est sa relance dans l'axe. Oui. Alors c'est pas que lui, mais c'était peut-être pas le meilleur choix à faire à ce moment-là. C'est peut-être parce que Minamino va pas jouer le ballon non plus, le duel aérien. Et donc c'est cette relance qui amène aussi l'action du penalty. Le penalty sur lequel il a pas la main ferme non plus. Et le deuxième, c'est aussi, il boxe le ballon, mais il le boxe pas assez loin. C'est un truc, il y est allé peut-être sans trop de conviction. Alors il est peut-être aussi un peu gêné par Salissou, qui est au duel aussi devant lui. Donc, mais il boxe pas bien le ballon, et c'est un ballon qui revient. Et surtout qu'en plus, la frappe de Lautaro, elle passe pas si loin de lui derrière. Donc, comme tu dis, il doit être peut-être masqué par Kerrer. Devant. Il y a une petite forêt de jambes. Mais elle est pas loin de lui, donc c'est une frappe qui doit en théorie être arrêtée, ou sortie, quoi. Et le troisième but, il relâche ce ballon et ça finit dans les pieds de Lautaro. Donc quelque part, pour moi, il est impliqué dans les 3 buts dans tous les cas, quoi. Donc un penalty, je sais pas si vraiment on peut. Bon. C'est la relance pour moi, du coup. Oui, voilà, sur les 2 buts, du coup. Ouais. Mais bon, voilà, il y a quelques arrêts qui rehaussent un petit peu la prestation, on va dire. Mais enfin, pour moi, ça reste quand même un flop sur ce match, je trouve. On va parler peut-être de nos joueurs offensifs, qui n'ont pas beaucoup existé, mais Minamino, Golovin, je pense que pour moi, on part de trop bas pour exister. On part de trop bas. Enfin, la physionomie du match fait que
tes offensifs sont sacrifiés. Akliouche le premier, et puis ensuite ceux qui restent sur le terrain, t'as quasi rien à te mettre sous la dent, et c'est que du repli et encore qu'on joue pas vraiment non plus comme ça, mais non. Comme contre Arsenal, on voit aussi Golovin, les grands matchs. Voilà. On voit pourquoi le palier supérieur n'a pas été franchi. Une nouvelle confirmation de ça, malheureusement. Il n'a pas existé dans tout le match, franchement. Il est un peu pressé au début. C'est lui qui initie la première action là, sur la première minute de jeu. Mais ensuite, il subit énormément les événements. Et puis Minamino, alors que de mauvais choix, que d'approximation technique. Ce fameux duel aérien où il va pas jouer le ballon et qui amène l'occasion du penalty aussi. Voilà, une catastrophe. Après, beaucoup de gens ont critiqué le choix d'Hutter de ne pas sortir Minamino, qui est un peu dans le pif des supporters en ce moment, et de faire sortir Aklouche, mais moi je préfère finalement sortir Aklouche. Justement, il y a Lougaro qui nous... Voilà, c'est exactement qui vient de poser la question, pourquoi sortir Aklouche, le meilleur offensif actuellement ? Sur un match que tu considères déjà perdu au bout de 15 minutes, très clairement, je préfère garder Aklouche, qu'il ait un peu de fraîcheur pour les matchs suivants, plutôt que de le flinguer sur un match comme ça. Pour moi, surtout que c'est ce qui avait été fait récemment. Akliouche avait été un peu ménagé durant les 2 semaines précédentes. Je crois qu'il réapparaît contre Rennes, mais peut-être un match avant encore à Montpellier. Ouais, il réapparaît, je crois, à Montpellier. Donc oui, non, clairement 2-0, 10 contre 11. Bon merci, au revoir. Oui, non, moi je suis de ton avis. Ouais. On nous dit d'ailleurs quel que soit l'arrière gauche, il n'est jamais aidé par Golovin qui fait souvent semblant de défendre. Alors, pour le coup, ça m'a fait penser du coup à une chose, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une petite... ce qui a aidé peut-être Caio Henrique, quand je disais qu'il n'a pas fait une trop mauvaise entrée, c'est peut-être aussi la bonne connexion qu'il a avec Golovin, je pense, même si c'est vrai que Golovin, parfois, pas trop, non plus trop bien défendu. Mais alors du coup, pour moi, c'est encore pire côté droit, où Minamino, la connexion Minamino-Vanderson, elle était inexistante, que ce soit offensivement ou défensivement. Vanderson s'est un peu démerdé tout seul, et Vanderson, je l'ai oublié aussi, il allait passer sous les radars, mais non, heureusement, ce commentaire m'y fait penser. Gros flop de Vanderson aussi pour ce match. Ouais. Je sais pas si tu veux en... Bon, non. En tout cas, il a pris le bouillon. Je pense qu'on en a mis tellement en flop, tu peux en rajouter, mais. De toute façon, pour être clair, la seule. On a quasi tout le monde sauf Mbolo. Voilà, Mbolo, ouais. Mbolo, il y a quelques déviations sympas. Voilà. Maintenant. Il va pouvoir souffler samedi, ça sera bien. Et puis on aura un nouvel attaquant du coup pour la phase. La phase à l'élimination directe. Enfin, oui, la phase finale. Effectivement, c'est un bon... On n'est pas encore dans la phase finale. Mbolo, MDR, non. Gros flop aussi, il a servi à rien. Encore une fois, l'attaquant, pour moi, c'est le dernier maillon de la chaîne, forcément. Donc, si tes attaquants ont jamais le ballon et qu'ils sont incapables de te donner le ballon dans une bonne position, à un moment donné, je veux dire, c'est pas forcément que Mbolo, mais... Pour moi, Mbolo, je trouve que dans le jeu de remise, dans les déviations qu'il a pu faire, il a vraiment proposé des bonnes options aussi, donné quelques bonnes options à l'équipe. Alors, ce sera toujours pas suffisant, mais très clairement, c'est pas le premier à qui je pense en flop sur ce match-là. Ouais, on a le fils de Guy Lacombe qui est dans le chat là, The Moustache Man, qui nous dit que pour moi les plus gros flops c'est Zacharias, Salissou, Mawissa qui te tue le match derrière. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on a résumé. Disons que c'est les premiers noms qui sont venus et qui ont été cités, effectivement. Ouais. Alors, premiers échos de la conf qui remontent. Apparemment, Hutter n'a pas confirmé Henderson. L'intérêt pour Henderson, mais il a confirmé quand même que Monaco cherchait un milieu expérimenté d'ici la fin du mercato. Ça, en même temps, ça me paraît logique. Voilà, bon. On a fait le tour sur cette rencontre. Tu disais justement peut-être de parler un petit peu de ce milieu de terrain. De tous les refus qu'on a dû essuyer, de tous les... Dina Ebimbe qui n'a pas passé la visite médicale. Qui aurait pu prédire, vraiment, alors qu'il est blessé depuis 3 mois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais oui. Mais ça fait beaucoup à ce poste-là. Hein. C'est vrai il y a donc Dinar et Bombay, il y a un peu tout le monde, quoi. Donc ouais.
J'avais mis Dino et Pumba dans ce. Dino et Pin, ouais, je sais plus. Ouais. Bon. Ouais, bon. Mais ouais, il y a beaucoup de refus, il y a eu beaucoup de pistes qui ont été lancées, Wilfred Ndidi notamment, Oui. Alvarez. Banzuzi. Alors apparemment, ce qu'on m'a donné comme info, c'est que Banzuzi, normalement, il devait y avoir offre, transfert. Mais que quand l'opportunité Biret s'est présentée, eh ben, ils ont mis le pognon sur Biret, et du coup, c'est pour ça que maintenant, ils cherchent aussi un prêt et essayer de ne pas dépenser d'argent sur le milieu de terrain. C'est parce que l'argent qui était normalement prévu pour acheter un milieu, ils l'ont foutu sur Biret. Voilà. Ou de casser un contrat, donc ce qu'on suppute un petit peu du côté du cas Henderson qui mettrait un terme à son contrat pour nous rejoindre. Bon, ouais, mais alors non, parce que justement, ce matin, le Télégraphe a annoncé que non. Oui. Voilà, qu'il aurait regretté d'avoir fait ça et qu'il voudrait finir maintenant la saison à l'Ajax. Voilà. En tout cas, c'est pas le premier joueur qui menace comme ça. C'était le cas avec Thésée. Oui. On se rappelle à souvent aux Pays-Bas. On se rappelle à Dara Bioyo aussi, qui avait menacé de plus jouer. Enfin voilà. Et si je te dis que en plus Thésée c'est pas le dernier à avoir fait ça. Ouais, ça me met sur la piste, c'est ça ? Je te le dirai en off. Ok, d'accord. Donc voilà, ça devient une méthode. Ouais, bon, tu me diras en off. Donc voilà, en tout cas, clairement, il y aura besoin d'un milieu de terrain. Donc je pense que la gazette du Mercato qui se prévoit la semaine prochaine permettra de parler de cette recrue au milieu de terrain, parce que je pense qu'il y en aura une, ça c'est une évidence, c'est clair et net que si on n'a il y a besoin. Donc, faute professionnelle, ouais. Alors une date sur le retour de Balogun, je pense que ce sera pas avant encore le mois d'avril. 2 mois. Hein. Ouais, je pense que ce sera autour du mois d'avril, peut-être début avril, je pense. Mais ils avaient annoncé 4 mois environ. On était au mois de. C'était novembre. Décembre. Hein. Ouais, décembre. Ouais. Enfin, c'était début décembre. Donc, fin. Ouais, je pense que mars-avril, dans ces eaux-là, à mon avis, c'est clair que ça va être long. Bon, on va espérer que Biret nous fasse un bon match contre Auxerre ce week-end. En tout cas, on l'a vu vraiment bon la semaine dernière. Il a débloqué le compteur. Contre Rennes, il a débloqué le compteur. Il avait déjà fait une passe D aussi en coupe contre Reims. Donc, joueur qui apparaît pour l'instant assez décisif, et assez intéressant. Donc, on espère que ça va continuer. Très clairement, je pense qu'il sera titulaire sur ce match d'Auxerre. Donc, on espère aussi un match qui soit à la hauteur de celui du match aller. Ce serait bien, ce serait positif. Ça voudrait dire que Monaco aura joué un très bon match, parce que le match aller avait été très bon pour le coup. Ouais, en 3-0, c'était un peu un Inter-Monaco, une équipe expérimentée et des erreurs derrière qui ont porté préjudice à Auxerre. Bon, ils ont relevé la tête depuis quand même, hein. Parmi les promus quand même, c'est le meilleur parcours, évidemment. Même si là, il y a un petit coup de moins bien. Tu as une info au conf de presse ? Tout à fait, la blessure de Thésée, justement. Difficile de savoir quand il reviendra, mais il parle de 5 à 8 semaines d'arrêt. 2 mois, quoi. Et Diop, parce qu'on a oublié Diop aussi dans la rotation. Qui ça ? Le crack, Diop. Il y a Koulibaly, d'abord. Il y a pour l'instant... je suis pas sûr que le Koulibaly était devant, mais en tout cas Diop est toujours absent et toujours le même problème au pied, donc voilà, un problème visiblement récurrent pour lui. Il a un pied carré, donc en même temps pour le limer ça prend du temps. C'est pas beau, c'est moche ce que vous faites là, monsieur. Mais ouais, en tout cas c'est un peu dommage pour lui quand même. En tout cas, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu avoir une petite chance dans la rotation, mais bon. Des minutes à grappiller. Quelques minutes, ouais. Mais les pronos pour Auxerre du coup ? Comment ? Les pronos pour Auxerre ? Il y avait eu des pronos pour l'Inter ou pas ? Ouais. Alors c'était quoi ? Je t'avoue, je les ai pas en tête. Quentin a fait son petit débrief solo. D'ailleurs, merci Quentin, pour la perf. Tac. Qu'est-ce qu'il nous avait sorti le Quentin ? Il nous avait sorti match nul. Bravo Quentin, hein, vraiment. Voilà. Ça valait le coup de faire un débrief pour ça. Faut pas le laisser tout seul ce garçon parce qu'il peut débiter pas mal de connes. Non, je déconne. Alors j'aimerais pouvoir plus Boisbré versus Auxerre, au moins 15 minutes de jeu. Si le match, qu'est-ce qu'on dit à ça ? Est-ce qu'on banne tout de suite ou on le laisse si le match est rendu facile, pourquoi pas, hein, d'ailleurs ça me fait penser que je suis content aussi de l'entrée de Michel.
contre l'Inter. Voilà. Il fait une bonne entrée et en tout cas, j'étais sur le multi à ce moment-là. Je trouve qu'il y a un petit quelque chose sympa avec lui. Alors encore une fois, je ne lui vois pas des qualités fortes. Vraiment, tu te dis ouais, c'est un futur très bon joueur. Mais à chaque fois qu'il rentre, je trouve qu'il apporte un petit quelque chose. Il montre qu'il mérite sa place, qu'il mérite d'être là, qu'il mérite de rentrer et de jouer un petit peu plus régulièrement. Donc, tu vois, c'est la première étape franchie. Maintenant, j'espère qu'il deviendra décisif aussi pour... Prochain step, ouais. Voilà, c'est le prochain step, clairement, de concrétiser un petit peu ses bonnes entrées par. Mais il existe un peu plus dans les matchs que ce qu'on avait pu voir de Boisbré. C'est ça. C'est ça, parce que je pense qu'en termes de... C'est ça, en termes de talent, je pense que Boisbré est de potentiel. Boisbré est nettement au-dessus de Michal, à mon avis. Mais force est de constater que pour l'instant, c'est Michal qui est convaincant quand il rentre et Boisbré ne l'est absolument pas. Donc voilà, pour l'instant, Michal mérite. Et allez, le pari. Moi, j'aime bien prendre des paris risqués, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. Là, t'as changé de stratégie, tu vois. Avant, tu faisais des paris et maintenant, tu te réfugies derrière le. Ouais, moi, je fais des paris un peu olé, quoi. Je tiens à dire que quand même, c'est moi qui en fais Michal décisif, c'est ça ? Non, ça va être Michal titulaire. Ok. Allez. Ah oui, d'accord. Ah okay. Ouais, allez. Ok. Écoute, why not ? Et ben moi, je vais mettre Biarrette buteur-passeur. Tiens. Ok. Très bien. Eh ben, parfait. On espère que ces pronos seront validés. Surtout le tien aussi, j'ai envie de dire, puisque ça permettra... J'avais validé le précédent, ce qui était Biarrette buteur contre Rennes, donc c'était passé. Là, je rajoute la petite... Mais c'est vrai que contre Rennes, il peut finir à 3 passes D. Donc, il peut finir à 3 buts aussi. Et à 3 buts un peu aussi, plus tueur. Donc, ouais. Donc, voilà. On compte sur Donovan Léon. Ça, c'est un bon blast qu'on ressortira en débrief en 2032. En mode, vous vous souvenez de Donovan Léon, Ligue 1 2024-2025 Charlie Tange vibe. Putain. Enfin, voilà. Michel peut jouer sur un côté, un profil neuf, ou sur un profil neuf à 100%. Non, c'est plus un profil côté. C'est plus un Martial, hein. Ouais, c'est pas un vrai attaquant de pointe, pour le coup. Pas un vrai profil neuf. Mais c'est vrai que voilà, on dit il percute, profil qu'on n'a pas. C'est vrai que c'est un joueur qui prend un peu la profondeur. Et j'ai en souvenir cette longue course qu'il fait pour amener le ballon dans le camp adverse contre l'Inter, où il arrive à le garder, à le protéger en plus un certain temps, à obtenir une touche. Enfin voilà, je trouve qu'il fait, il a des bonnes séquences et c'est bien. Et c'est bien joué de sa part, donc voilà, on espère qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il va confirmer, progresser aussi. En tout cas, je pense que c'est un joueur qu'on apprécie, à mon avis, de voir entrer en jeu ces dernières semaines. Donc on lui souhaite de réussir et de s'imposer, ou en tout cas de continuer de progresser déjà. Merci Adri pour ce débrief tirage live. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de live. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas montré nos trombines sur Twitch. Bon, évidemment, vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube. Je crois que Florian Rossi nous a demandé s'il y avait une diffusion sur YouTube par la suite. Donc, suivre les émissions, les vidéos de Florian Rossi qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, courage à lui. Lougaro qui nous dit faut laisser souffler Zakaria versus Auxerre d'après vous. Là, il n'y a personne au milieu, donc en fait, non, on est obligé de s'appuyer dessus. Tu peux te dire, tu peux mettre Magassa, Camara éventuellement, mais bon. Ah oui, ouais. Enfin, ou faire descendre Golovin d'un cran. Statistiquement, c'est vrai que par rapport au nombre de victoires qu'on a gagnées, en termes de pourcentage avec ce milieu-là, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir en priorité, je pense. Après, maintenant, c'est clair que Zakaria, ça va être aussi l'un des enjeux de la seconde moitié de saison, savoir d'être capable de pouvoir jouer sans lui, d'être performant sans lui, pour qu'il puisse un petit peu plus souffler, être un peu plus mis au repos si besoin. On peut ménager par moment quand on a une tendance comme ça à se blesser aussi régulièrement. Ça va être clairement un des gros enjeux de ce match, enfin de la seconde moitié. Après, l'adversité sans faire offense à Auxerre, est-ce que ce serait pas le moment, effectivement, enfin, ce serait pas l'occasion, qui est dans le dur, très clairement. Oui, ouais, enfin, qui est dans le dur. Oui, il gagne plus depuis un petit moment, mais je crois que ça fait 5-6 matchs qu'il gagne pas, je crois. Ouais.
Ouais, ils ont fait le nul contre Saint-Étienne là dernièrement. Après ils ont eu Lille où ils étaient à 10 contre 11. Enfin, c'est pas aussi catastrophique qu'on veut bien nous faire croire quand même. Voilà, encore une fois, c'est un promu avec un très beau visage. Oui, ils ont eu non mais ils ont eu une belle période hein, clairement à un moment donné. Pellissier est un coach emmerdant. Mais ils ont perdu contre Angers aussi hein. Ils ont avant de faire match nul contre Auxerre. Alors ils ont fait nul contre Lille, c'est vrai, mais en infériorité numérique, mais ils ont aussi perdu contre Dunkerque en Coupe de France. Ils ont perdu contre Strasbourg. Je crois que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah putain, 8. Ah ouais, non, ça fait 8 matchs qu'ils n'ont pas gagné quand même. Oui, faut pas me faire croire qu'ils sont si mal. Non, mais oui, d'accord. Ouais. On est sur une belle série de. On est sur une belle série de merde, on est d'accord. Ouais. Voilà. Bon, là, du coup, ce sera l'occasion de se retrouver quand même assez rapidement, puisque le match a lieu demain à 19h. Tout à fait. Donc, débrief samedi, dimanche, enfin voilà quoi. On verra. On verra, et puis on vous donnera rendez-vous aussi pour une gazette du mercato bilan hein, sur ce mercato hivernal dans le milieu de la semaine prochaine, mardi, mercredi, peut-être jeudi, on verra. On vous tiendra évidemment au courant, et peut-être si on a l'occasion peut-être de faire un petit live à nouveau, qui sait, maintenant qu'on a remis le pied à l'étrier. Avec plaisir. Eh ben, en tout cas, merci Adrien, merci à tous ceux qui étaient là pour nous suivre pendant cette dernière heure, et puis on vous souhaite un bon vendredi, bonne fin d'après-midi, ceux qui sont au boulot, bon courage, terminez bien, et puis ensuite un bon week-end, voilà, en vous souhaitant un bon match aussi pour demain. Allez, salut à tous, et dagemunegu, ciao ciao. Et bisous.